Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, fin des assises de la 3e session plénière ordinaire du Conseil national de la démocratie. S'exprimant sur le dialogue national, le président Séraphin Ndao Rembogo, des actions précises doivent être menées allant de la détermination de la date et du lieu de la tenue de cet événement jusqu'à la mise en place d'un comité de suivi des décisions irrelatives. Nous irons en RDC où l'assassinat d'un journaliste de la télévision publique congolaise la semaine dernière par des hommes armés dans une ville du centre de la République démocratique du Congo en plein couvre-feu a fait réagir la directrice générale de l'UNESCO qui a condamné l'odieux assassinat. Et puis le sommet Asie-Pacifique, les dirigeants de la zone réunis jusqu'à dimanche à Lima, dans la capitale péruvienne, ont fait leurs adieux au président américain sortant Barack Obama, prenant le contre-pied de son successeur Donald Trump en promettant de batailler contre le protectionnisme. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Je vous l'annonçais à l'instant, la 3e session plénière ordinaire du Conseil national de la démocratie, ouverte le 18 novembre dernier à Libreville, a pris fin ce lundi, une occasion qui a permis au président de cette institution de parler du dialogue national prôné par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le point avec Gaël Mapessi et Alex Nkogé. Ouverte le 18 novembre, la 3e session plénière ordinaire du Conseil national de la démocratie s'est achevée ce lundi en présence du président des institutions républicaines du Gabon. Une occasion qui a permis au président du CND de se prononcer sur la question du dialogue politique proposé par Ali Bongo Ondimba. Le CND a rappelé l'ensemble des décisions ou des recommandations qu'il avait faites en son temps, s'agissant précisément de l'épineux problème du dialogue. Et nous avons rappelé au cours de cette session que nous avons amorcé un travail qui a été long sur la nécessité de cette concertation qui s'imposait parce que le CND estimait que le tissu social, les fils s'effilochaient et qu'il fallait recoudre ça pour parler un peu de façon énigmatique. Et ce dialogue s'imposait, nous avons indiqué les raisons longuement. Des recommandations avaient été faites et adressées à Monsieur le Président de la République, au Président du Parlement, et à la Cour constitutionnelle. Maître Ndao est revenu sur les missions du Conseil national de la démocratie. Les missions du Conseil national de la démocratie, c'est précisément le règlement de conflits entre les partis politiques. Désormais, le CND s'occupe également de régler les problèmes entre les acteurs politiques. Ce ne sont non plus simplement les écuries, mais également les acteurs politiques. Tout en remerciant les participants aux travaux, Maître Ndao s'est dit satisfait de l'adhésion de 2 nouveaux partis politiques au Conseil national de la démocratie qui ont compris la nécessité de fédérer leurs forces pour un Gabon unifié. Au cours d'un entretien accordé à la matinale de Gabon 24 ce lundi, le ministre des Mines, Christian Magnagna, a énoncé les mesures qui seront appliquées dans l'immédiat pour accroître l'apport financier des mines au Gabon. Les détails dans ce compte-rendu de Linda Gaël Maganga. Le gouvernement y travaille depuis... Le ministre des Mines du Gabon, Christian Magnagna, envisage développer de nouveaux sites d'exploitation de minerais, notamment celui de l'or et du marbre, pour répondre aux besoins de diversification de l'économie. Il va falloir s'attaquer au réaménagement du code minier, pour le rendre beaucoup plus attractif, pour permettre que des investisseurs directs étrangers, que les partenaires techniques, économiques et financiers du Gabon s'intéressent davantage à nos mines parce que nous disposons de ce tout pensé qui est riche de mines, qui est riche de diamants, qui est riche de manganèse, qui est riche de fer, à l'exemple de Belinga. Nous allons proposer donc à la sanction du gouvernement un réaménagement donc de ce code minier qui va permettre d'intégrer un certain nombre de dispositifs juridiques et fiscaux afin de le rendre évidemment plus attractif. Aussi, pour rendre attractif l'environnement d'investissement au Gabon, le ministre des Mines propose un réaménagement du code minier et de la fiscalité dans le secteur. Nous allons lancer très rapidement l'exploitation du marbre dans la Nyanga pour tirer profit des investissements, donc des infrastructures routières et portuaires en cours d'aménagement. Nous allons lancer assez rapidement l'exploration de l'or de Mikébé, qui est une zone stratégique pour le Gabon, pour le développement de notre pays, dans le Gouévindo. Nous avons déjà commencé l'exploitation avec Bakoulou, nous avons d'autres gisements en cours d'exploration.
Valoriser le secteur or pour réguler la prédominance de l'apport du pétrole dans l'économie du Gabon, l'offre du ministère des Mines s'accompagne des mesures sécuritaires pour le personnel travaillant dans le secteur des mines. En bref et en images, la communauté internationale célèbre ce 21 novembre la journée mondiale de la télévision proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 pour encourager des échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. Pour l'occasion, notre rédaction s'est interrogée, dis-je bien, sur le pouvoir de la télévision dans le quotidien des Gabonais. Qu'en est-il exactement? Vous aurez des éléments de réponse dans nos prochaines éditions d'information avec Jamila Bengman. Et toujours au Gabon, nous parlons de la médecine traditionnelle. Quelle place occupe-t-elle au XXIe siècle au Gabon? L'élément qui suit va nous apporter plus d'informations quant à la préférence ou à l'utilisation de la médecine moderne face à la médecine traditionnelle. Miranda Ngué. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la médecine traditionnelle est la somme totale des connaissances, compétences et pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé. Au Gabon, une législation existe et permet de pratiquer cette médecine malgré la prépondérance de la médecine moderne. Après la conférence nationale, que les associations se sont mises en place. À l'époque, le ministre Faustin Boukoubi. Ensuite, nous avons eu Léon Zubadama, et on l'avait mis Tamam, on l'a ramené. Et puis, nous avons eu le vice-premier ministre Paul Biogemba, qui a essayé de nous faire 3 arrêtés. La médecine traditionnelle se différencie du charlatanisme. Les médicaments sont généralement à base de plantes qui contiennent comme principe actif des matières végétales. La pratique, quant à elle, reste partagée par plus d'un. Parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je préfère la médecine moderne. Je suis la bonne infirmière d'État moi-même. Donc ce sont des médicaments qui n'ont pas de notice et tout. Le dosage, on ne connaît pas du tout. Donc j'encourage les gens à aller vers la médecine moderne. Moi, je préfère les deux. Pourquoi? Parce que si tu ne les trouves pas chez les Blancs, tu peux les trouver chez les Noirs. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a établi un programme d'action depuis 1974 visant à promouvoir la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine à travers l'établissement d'une relation étroite entre les hôpitaux modernes et les structures traditionnelles. Refermons la page Gabon à Lastourville. Une des villes du Gabon, comme de nombreuses villes d'Afrique, porte le nom d'un explorateur, François Rigal de Lastour, explorateur français, est mort le 15 juin 1885 dans une ville autrefois appelée Madiville. Suivons ce reportage de Bienvenue Nelkem et Nina Massunga. Lastourville, chef-lieu du département de Mouloundou, situé dans le sud-est du Gabon, dans la province de Logouelolo, est l'une de ces villes gabonaises qui porte un nom atypique. Renommée Madiville en 1883, elle prendra finalement en 1886 son nom actuel en hommage à François Rigal de Lastour, un explorateur français mort de fièvre à Madiville le 15 juin 1885. Il y est inhumé. Nous sommes ici au cimetière de Lastour, au cimetière communal, où repose de Lastour Rigal, l'un des explorateurs, décédé ici à Lastourville, au Gabon, et on l'a enterré ici à Lastourville. De Lastour, diplômé en 1879 de l'école des mines de Paris, visite en 1884 Franceville et Lalima et remonte le Congo jusqu'à Brazzaville, étudiant les peuples gabonais rencontrés comme les Fans, Adouma, Bafourou ou Bateke, entre autres. Fin 1884, il convoie le canot à moteur qui doit naviguer sur Lalima et, en 1885, Sarvonion de Brazza, qu'il apprécie énormément, lui confie la mission d'explorer le nord du Gabon jusqu'à la Benoué, voire le Tchad. En pleine préparation de cette extraordinaire expédition, il meurt de fièvre à Madiville le 15 juin 1885, sans savoir qu'il sera jamais lié à cette ville.
Poursuivons avec la page Afrique. Tout d'abord, les Maliens ont voté ce dimanche pour le scrutin municipal. Première consultation depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2015, avec une participation qui s'annonçait faible, mais en raison notamment de l'instabilité persistante dans un pays sous état d'urgence. Le récit de Linda Gaël Maganga. Dimanche, l'élection municipale au Mali s'est déroulée dans le calme. C'est une consultation de la population importante car elle permet d'établir l'équipe des responsables des hôtels de ville dans les 703 communes du pays. On a commencé à partir de 8 h. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'incident. Bon, les gens viennent petit à petit. Bon, on espère que dans l'après-midi, on espère que ça aille mieux que ça. Pour le moment, bon, on n'a pas eu beaucoup d'incidents. Bon, vraiment, c'est lent, mais c'est un peu mieux. Dans les communes, l'élection municipale n'a pas connu la mobilisation attendue au dire des votants. Le fait de reporter, et puis on ne peut pas voter partout. Moi, je suis quand même venu voter. Tu vois, il n'y a pas d'affluence là. Je suis quand même voté parce que je suis un citoyen et j'ai l'habitude de voter. Sinon, je ne vois pas du tout les gens venir voter. L'instabilité dans certaines régions du Mali, notamment au nord, serait à l'origine de cette hésitation à se rendre dans les bureaux de vote. Toutefois, une élection telle que celle organisée permet d'asseoir la démocratie dans le pays. Direction la Libye, ils ne contrôlent plus qu'un petit quartier, mais les djihadistes résistent toujours à Sirte, 6 mois après le lancement de l'offensive de reconquête de la seule ville contrôlée par le groupe État islamique en Libye. Les djihadistes sont désormais acculés dans un petit quartier qu'ils défendent farouchement, Al-Jiza al-Baïria. Le récit de Linda Gaël Maganga. 6 mois se sont écoulés depuis le début de l'offensive pour libérer la ville de Sirte en Libye des mains de l'État islamique, mais seuls quelques quartiers ont pu être enlevés des mains du groupe de djihadistes qui résistent au combat. La situation s'améliore chaque jour davantage. Les djihadistes du groupe État islamique, ces adorateurs de Satan sont désormais acculés dans de petites parties de la ville. Nous allons reprendre toute la ville bientôt si Dieu le veut. Les combattants se montrent optimistes pour la suite de la bataille qui permettra de libérer toute la ville, quel que soit le temps que cela prendra. Dieu est le plus grand. Il ne reste qu'une petite partie de la ville à libérer. Nous allons reprendre le quartier d'Al-Giza al-Baïra dans les jours à venir. La bataille a déjà fait plus de 600 morts et 3000 blessés dans le rang pro-gouvernemental. Pas en reste l'actualité hors du continent. Tout d'abord aux États-Unis, Barack Obama a fait ses adieux à la scène internationale ce dimanche à Lima en promettant une transition respectueuse mais vigilante avec son successeur Donald Trump dont l'inexpérience, la personnalité, dis-je bien, déroutante et les propositions choc suscitent de nombre d'inquiétudes. Il demande donc beaucoup de vigilance, tel que nous le rapporte Sibyl Mengue. Barack Obama avait fait de la région Asie-Pacifique, moteur de la timide croissance mondiale et de la révolution technologique, sa grande priorité géostratégique et économique. L'élection de Donald Trump risque de remettre en profondeur les cartes au sein de l'APEC qui représente 60% du commerce mondial pour 40% de sa population. L'APEC doit insister de manière convaincante sur le fait que le commerce international est fondamental à la prospérité mondiale. Le sommet de l'APEC s'est déroulé dans un climat d'inquiétude quant aux intentions réelles, encore floues, du futur locataire de la Maison-Blanche qui prendra ses fonctions le 20 janvier. Le retour au protectionnisme n'aurait selon eux pour effet que de réduire les échanges commerciaux et de ralentir les progrès dans la récupération de l'économie internationale. Pour lutter contre ça, l'APEC a soutenu plusieurs possibilités. La première, c'est d'étudier attentivement la possibilité d'une zone de libre-échange en Asie-Pacifique. Les dirigeants de l'APEC ont également pris l'engagement de conserver leur marché ouvert, de ne pas dévaluer leur monnaie à des fins compétitives et d'œuvrer activement à la création, à long terme, d'une zone de libre-échange Asie-Pacifique totalement intégrée.
En France, l'ancien Premier ministre François Fillon, arrivé largement en tête du premier tour de la primaire de la droite, a estimé ce dimanche soir que son scrutin avait été un remarquable succès populaire et a dit avoir une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy, arrivé 3e derrière Alain Juppé. Le premier tour de la primaire de droite et du centre en France a livré son verdict. Dimanche, l'ancien Premier ministre François Fillon a déjoué les pronostics en dominant largement ce scrutin avec un peu plus de 44% des bulletins de vote devant Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Un succès qui lui assure une avance plus que confortable pour le second tour. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Ma campagne va encore s'accélérer et s'amplifier. Il me reste une semaine pour vous convaincre. À tous les Français, quel que soit leur vote, je dis qu'ensemble, nous allons bâtir une alternance forte pour la France. Pourtant favori des sondages, Alain Juppé tombe de son nuage. Pour lui, qualifié pour le second tour, il faudra combattre pour gommer cet écart conséquent. C'est un combat projet contre projet qui s'engage. Il commence demain. Ce premier tour constitue une surprise. Dimanche prochain, si vous le voulez comme je le veux, sera une autre surprise. Les choses semblent mal embarquées pour le maire de Bordeaux, qui peut désormais compter sur le soutien de Nathalie Kosciusko, arrivé 4e de ce scrutin, mais son challenger et grand gagnant du jour, François Fillon, enregistre lui le soutien de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef d'État arrivé 3e de la primaire et grand perdant de cette élection. En Grèce, la majorité des 60 000 migrants bloqués dans le pays depuis des mois vivent dans des camps de réfugiés, mais certains d'entre eux ont pu retrouver une vie quasi normale grâce à des groupes de bénévoles qui font appel à la solidarité des communautés locales. En témoigne ce reportage. À Alep, en Syrie, Manal était professeure de mathématiques. En Grèce, où elle est réfugiée, elle enseigne l'arabe. Elle vit avec son mari et son fils chez un couple à Thessalonique. Si vous sentez que ces personnes vous soutiennent, qu'elles comprennent ce que vous ressentez, ce que vous pensez, qu'elles vous soutiennent dans n'importe quel cas, eh bien ça donne le sentiment que quelqu'un est en train de penser à vous. Nadine a fui le groupe État islamique en Syrie. Elle veut rejoindre son fils de 14 ans en Allemagne. Mais les procédures pour obtenir l'asile sont extrêmement longues. En attendant, elle a au moins un travail et un appartement. C'est une association de Thessalonique qui l'a aidée. Les bénévoles en sont persuadés. La solidarité est une réponse bien plus efficace que les camps de réfugiés. Je pense que je vis maintenant une vie normale, comme le reste des gens. Mais sérieusement, nous, les réfugiés, nous ne sommes pas des virus. Nous sommes simplement des êtres humains. Nadine et Manal sont les rares personnes à avoir trouvé un semblant de normalité. Avec la fermeture des frontières des Balkans et l'accord de l'Union européenne avec la Turquie sur la gestion des migrants, plus de 60 000 personnes sont toujours bloquées en Grèce, parquées dans des camps. Je vous l'annonçais en titre, les Haïtiens ont voté ce dimanche sans incident majeur pour élire leur président ainsi que des députés et sénateurs après une année de crise institutionnelle et un ouragan dévastateur en octobre. Jamila Bengman s'en fait l'écho. À la fermeture des bureaux de vote du scrutin présidentiel en Haïti à 16h heure locale, 21h GMT, le décompte des bulletins a débuté en présence des représentants des partis politiques et ces opérations se déroulent le plus souvent dans des conditions précaires. Faute d'électricité dans la majorité des bureaux de vote, le personnel électoral ne disposait que de lampes portatives ou de bougies pour s'éclairer. Les bulletins seront centralisés et traités au centre de dépouillement national et les résultats officiels de ce premier tour doivent être publiés le 29 décembre prochain. Si aucun candidat à la présidentielle n'obtient plus de 50% des suffrages, un second tour est prévu le 29 janvier 2017. Une fois leurs bulletins glissés dans les urnes en plastique transparent, sous la surveillance des agents électoraux, les électeurs repartaient le pouce couvert d'encre indélébile, sécurisé et assurant qu'une personne ne peut voter plus d'une fois.
Parmi les 27 candidats à la présidence se détachent 3 favoris. Jovenel Moïse, choisi par l'ancien chef d'État Michel Martelly pour représenter son parti. Jude Célestin, sous la bannière de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne. Et Maryse Narcisse, porte-parole de l'ancien président Aristide. 25 postes de députés sur 109 sont également en jeu, ainsi que 16 sièges de sénateurs sur 30. La machine a remplacé l'âne, devenu hors d'usage dans les fermes montagneuses des Balkans. Mais au Monténégro, un exploitant a peut-être trouvé le produit miracle pour sauver cet animal menacé, le lait d'ânesse. Au bout du pis, un luxueux nectar. Dans cette ferme du Monténégro, Darko Savelic vend son lait d'ânesse à 50 € le litre. Ce lait est très bénéfique pour les maladies de peau et autres infections. Pas besoin de le faire chauffer pour le boire. De fortes présomptions scientifiques laissent entendre que les protéines de ce lait renforcent le système immunitaire, même si des recherches plus poussées doivent encore le prouver. Pour financer sa ferme, qui est aussi un sanctuaire pour ânes maltraités, Darko vend la moitié de sa production. Il offre le reste à des personnes moins fortunées. Vlado a commencé à boire de petites quantités pour soulager ses problèmes respiratoires et d'après sa mère, ça marche. J'avais seulement lu que Cléopâtre prenait des bains de lait d'ânesse. Sérieusement, je n'avais aucune idée sur la question. Je pense que ce lait a un effet bénéfique, avant tout sur le système immunitaire des enfants. La plupart des ânes de ce sanctuaire sont des rescapés de violence ou de négligence. Darko Savelic a créé cet espace il y a un peu plus d'1 an avec un objectif, préserver cet animal autrefois vital pour l'agriculture locale, mais désormais menacé. Il y a 30 ans, il n'y avait pas une maison dans les villages de cette région méditerranéenne qui n'avait pas son âne. Des milliers d'ânes. Maintenant, nous utilisons les machines. Les ânes sont devenus des animaux inutiles, en danger d'extinction. Mon estimation, c'est qu'il n'y en a pas plus de 150 dans tout le pays. À en croire Darko Savelic, il y a désormais moins d'ânes que d'ours bruns dans les montagnes du Monténégro. Il veut croire que les bienfaits de leur lait permettront d'éviter leur disparition. Ouvrons la page sport et c'est au Rwanda. Tout d'abord, en bref et en images, le Tour du Rwanda 2016 s'est achevé ce dimanche matin à Kigali. Au terme de cette semaine de course, c'est le Rwandais Valence Ndayisenga de la team Dimension Data qui l'a emporté. Le Rwandais, devenu coureur professionnel l'an dernier en intégrant la réserve de cette équipe qui participe au Tour de France depuis 2015, avait déjà remporté le Tour du Rwanda en 2014. Près de 3 millions de Rwandais ont assisté à ce tour. Écoutons Jonathan Boyer, l'initiateur de cette discipline au Rwanda. Cette année, c'était un meilleur plateau de coureurs. Le public, on pensait que c'était beaucoup l'année dernière, mais cette année, c'était incroyable. L'organisation, tout a amélioré. Alors, moi, je n'ai jamais vu une course comme ça. Même en Europe, on ne voit pas des courses comme ça. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné le Tour du Rwanda. C'est la 2e fois pour moi. C'est pourquoi je suis vraiment très content. L'évolution, elle se voit par le niveau sportif. Déjà des coureurs rwandais et puis des coureurs africains en général, qui progressent d'année en année, puisqu'on en a de plus en plus qui sont sur les routes du Tour de France maintenant. Et puis surtout, on voit aussi la progression par rapport au public. Les premières années, on avait un petit peu de monde. Les années suivantes, encore un peu plus. Et depuis l'année dernière, c'est un public extraordinaire, très discipliné. Et je pense que, je ne sais pas si ailleurs dans le monde on arrive à retrouver un public aussi discipliné, aussi fervent, supporter du cyclisme. Et puis l'Union des femmes reporters sportives du Gabon, UFRESGA, a officiellement lancé ce lundi son groupe de presse entièrement dédié au sport, dénommé le Gabon sportif. Témoins de cette sortie, nos reporters Sybille Mengue et Jospin Bombadianga. L'infosport au cœur des 9 provinces. Tout un slogan qui résume fort bien l'ambition du groupe de presse Le Gabon Sportif, présenté officiellement ce lundi par l'Union des femmes reporters sportives du Gabon, dont les supports de communication sont divers. Groupe de presse qui va comprendre un site d'information en ligne, une web radio, une chaîne de télévision TNIP TV, une agence de presse en ligne,
une agence de presse physique, mais également être présent sur les réseaux sociaux à travers les Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Viber, WhatsApp. Le Gabon sportif entre donc de plein pied dans la cour des grands avec une équipe de femmes dynamiques dans un domaine longtemps resté la chasse gardée des hommes au Gabon. Une fierté pour le ministère des Sports. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans son ambition de rendre visible et accessible tous les sports sur toute l'étendue du territoire national, sans discrimination de genre, afin de favoriser l'émulation et la détection de nouveaux talents, accueille-t-il les bras grands ouverts le Gabon sportif. Parmi les grands challenges du groupe de presse Le Gabon sportif, la couverture du marathon de Libreville et de la CAN 2017, sans oublier que l'UFRESGA envisage aussi des formations pour des journalistes sportifs du pays. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, fin des assises de la 3e session plénière ordinaire du Conseil national de la démocratie ce lundi. S'exprimant sur le dialogue national, le président Séraphin Daor Mbogo, des actions précises doivent être menées allant de la détermination de la date et du lieu de la tenue de cet événement jusqu'à la mise en place d'un comité de suivi des décisions irrélatives. Nous étions en RDC où l'assassinat d'un journaliste de la télévision publique congolaise la semaine dernière par des hommes armés dans une ville du centre de la République démocratique du Congo en plein couvre-feu a fait réagir la directrice générale de l'UNESCO qui a condamné l'odieux assassinat. Et puis, nous l'avons vu au sommet Asie-Pacifique, les dirigeants de la zone réunis jusqu'à ce dimanche à Lima, dans la capitale péruvienne, ont fait leurs adieux au président américain sortant, Barack Obama, prenant le contre-pied de son successeur Donald Trump en promettant de batailler contre le protectionnisme. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.